Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission Dr M. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la campagne Octobre Rose avec notre invitée, Madame Lina Taouchichek, membre de l'association ACEPA. Et nous allons profiter de la présence de notre invitée pour parler non seulement du cancer du sein, mais également d'autres maladies féminines encore méconnues du grand public. Bonjour Madame. Bonjour, bonjour à tous nos auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci de nous avoir invités. Oui. Oui, alors je représente l'association. L'association ACEPA, c'est l'association scientifique des étudiants en pharmacie. Super. Et elle œuvre principalement dans le secteur de la santé publique. En ce mois d'octobre, on a décidé non seulement, comme vous l'avez si bien dit, de parler du cancer du sein, mais aussi de s'intéresser à d'autres maladies très féminines, pas exclusivement féminines, certaines exclusivement féminines, à savoir le cancer du col et l'endométriose. Voilà, justement, c'est des maladies dont on parle peu. Autant Octobre Rose, c'est dédié au cancer du sein, autant les autres maladies, c'est vrai qu'on en parle peu, et d'où votre présence dans cette émission. Alors maintenant, par rapport à, on va faire un petit peu d'histoire si ça vous dérange pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient la campagne d'Octobre Rose? Comment elle est née? La campagne d'Octobre Rose, en fait, elle suit, comme beaucoup d'autres campagnes, le calendrier de l'OMS. Mm-hmm. Et l'octobre a été désigné par l'OMS, encore une fois, pour cette maladie, à savoir le cancer du sein. Ensuite, puisque c'est une maladie qui touche principalement les femmes, ils ont décidé de lui mettre une petite couleur, un peu pour sensibiliser, pour expliquer aux gens. Et du coup, voilà, c'est comme ça que l'Octobre Rose est né. Et à partir, en quelle année Octobre Rose a vu le jour? Alors, c'est à partir, l'année exacte, c'est à partir de 2008, en fait. D'accord, ok, c'est récent, mine de rien, oui. Moi qui disais un peu d'histoire, finalement, non, un peu de culture plutôt. Voilà, et oui. Ce n'est que le calendrier de l'OMS. Après, il faut savoir qu'il y a énormément, on va parler un peu tabou, mais il y a énormément d'associations qui ont lutté contre ce petit sigle rose, oui. Dont des associations comme The Blue Medical, et ce, tout simplement parce qu'ils étaient contre cette appropriation du cancer du sein par les femmes, jugeant même que c'était un acte assez antisémite. Ah, ok. Ouais, donc franchement c'est assez controversé et c'est pour ça qu'on a choisi carrément de parler de plusieurs maladies féminines sans oublier le fait de parler des cas masculins de ces maladies. Justement, c'est assez intriguant. Là, au fur et à mesure de l'émission, on va revenir sur quelques maladies. C'est vrai, c'est assez intriguant qu'on associe ça uniquement aux femmes, alors qu'on pourrait vraiment être sur... C'est pas vraiment intriguant puisque c'est quand même le cancer qui touche le plus la femme en Algérie et aussi dans le monde entier. C'est quand même le cancer de la femme. Et donc oui, on a seulement 1% d'hommes qui... Oui, mais ça existe. C'est ça qui m'intrigue un petit peu. Ça existe. Voilà. Ça existe. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques maladies les plus répandues chez les femmes? Alors, les maladies les plus répandues chez les femmes, bon, déjà, ça dépend de plein de facteurs, à savoir l'âge, ça dépend aussi de l'endroit c'est-à-dire, il y a une disparition, si vous voulez, un peu culturelle. Chez nous, clairement, ce sera le cancer du sein et ensuite le cancer du col. En Europe, par exemple, on parlera du cancer des poumons, parce que voilà, là-bas, on sait que effectivement il y a énormément de femmes qui fument, alors oui, tout à fait. Il y en a moins. Tout à fait. En plus de l'hyperthyroïdie, on la retrouvera très souvent ici dans les pays du tiers-monde. On parle aussi d'infections urinaires chez les femmes. Pour les femmes jeunes, ça c'est aussi c'est un autre facteur. On parle de maladies immunodépendantes comme l'ostéoporose, etc. On parle de dépression aussi, mais à une fréquence moins importante que chez l'homme. Oui, tout à fait. Donc déjà là, on a un aperçu
des maladies les plus répandues chez les femmes. Maintenant, par rapport à Octobre Rose, comment vous expliquez que le cancer du sein est plus médiatisé que d'autres maladies? Alors, le cancer du sein est plus médiatisé que les autres maladies, tout simplement parce que c'est celui qui touche le plus, Voilà. qui a le plus de dégâts. Et jusqu'à très récemment, nous ne savions pas exactement comment gérer la situation. Les professionnels de la santé n'étaient pas assez qualifiés pour pouvoir gérer complètement la situation. Il y a aussi le problème de l'automédication. Il y a un problème culturel qui fait qu'on n'a pas très envie de nous faire palper les seins. Donc, en fait, on attire l'attention sur ça pour enlever le tabou, pour parler de nos seins et pour se faire dépister. Déjà, et puis encore une fois parce que c'est le cancer principal de la femme et ce serait dommage de mourir de ça puisque c'est vraiment un cancer qu'on peut gérer en fait. Tout à fait. Et il y a tout ce qu'il faut maintenant. Il y a le dépistage, il y a les mammographies. Donc vraiment, si la personne se suit rapidement, il y aura aucun souci et elle pourra inchallah guérir. Guérir, tout à fait. Guérir et sans qu'il y ait vraiment des répercussions dommageables. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner des conseils pour diagnostiquer, après pour prévoir, si possible? Alors, justement, nous, en tant qu'association scientifique, on en a longuement discuté et on a décidé de donner un conseil principal, à savoir abolir l'auto-palpation, parce que ça peut être trop dangereux. Bon, bien sûr, si on a de la famille dans le domaine médical, je veux dire, bien sûr, des professionnels de la santé, on peut se faire palper Hagda à la maison ou quoi que ce soit, mais idéalement, il faudrait vraiment aller vers un professionnel, un gynécologue, aller régulièrement chez le gynéco et vérifier tout ça à chaque rendez-vous. Il faudrait vérifier, nous demander si on nous le fait pas systématiquement. Oui, tout à fait. Palpation du sein, parce que c'est très important. Et encore une fois, ce qui est fou, c'est que en général, hier, on a fait par exemple la sensibilisation au centre commercial de Bab Zouad et on a pu remarquer que les jeunes filles ne se sentaient pas plus que ça concernées. Alors que il faut comprendre que pas du tout. C'est vrai qu'on a une fréquence un peu plus importante des femmes à partir de 50 ans, qu'une mammographie s'implique obligatoirement à partir de 50 ans chaque 2 ans, mais une femme de 20 ans, de 25 ans peut... Bien sûr, tout à fait. Et on a ce manque de culture d'aller chez le gynéco jusqu'à ce qu'on se marie. Ouais. Déjà, c'est tabou d'aller chez le gynéco. Une jeune fille qui part chez un gynéco, c'est très tabou. Donc, Exactement. Et encore, en plus, aller se faire palper les seins et en parler après, c'était vraiment trop leur demander. C'est pour ça que nous, voilà, comme professionnels de la santé, futurs professionnels de la santé, médias, etc., on se doit d'en parler encore et encore. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, ils disent même que c'est à partir de 40 ans qu'il faut aller se faire diagnostiquer. Ne pas attendre jusqu'à 50 ans. Parce que bon, c'est vrai, j'imagine les petites jeunes filles, 25 ans, 30 ans, bon voilà, elles ne pensent pas forcément à la maladie. Elles sont dans un élan de vie où elles ne pensent pas forcément à la maladie. Mais mieux vaut être prudent. Absolument. Il faudrait avoir des rendez-vous réguliers chez le gynéco à partir du moment où on a nos règles. À partir du moment où on commence à devenir une femme. Exactement. En fait. Et ça, c'est aux mamans aussi de transmettre ça. Non, absolument, absolument. Et à partir de 50 ans, il faut faire ça chaque 2 ans. Et oui, il faudrait toujours avoir, si vous voulez, cette puce à l'oreille et aller chercher, parce qu'on peut gérer ça. Et pourquoi est-ce qu'on Tout à fait, tout à fait. De non-retour. Exactement, tout à fait. Maintenant, comment le prévenir? Le prévenir, tout simplement avoir une alimentation saine, avoir une hygiène de vie correcte, éviter donc les petites choses qu'on fait au quotidien, à savoir mettre son téléphone ça c'est une catastrophe. Dans son soutien-gorge et ces petits trucs. En fait, il faut juste avoir une bonne hygiène de vie et faire du sport aussi. Voilà, le sport, bien sûr, l'alimentation, bien dormir. Après, il faut savoir qu'il y a des facteurs génétiques qu'on ne peut pas trop contrôler. Bien sûr, tout à fait, tout à fait. Là, on parle effectivement. Si on a un facteur génétique, on a quelqu'un de notre famille qui a un cancer du sein, là, vraiment, il faut faire très, très attention.
Absolument. Tout à fait. Maintenant, par rapport... alors, le cancer du sein, apparemment, il pourrait exister chez l'homme également. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? On peut parler de la fréquence. C'est 1% des hommes qui sont atteints du cancer du sein. Ça se passe exactement de la même manière. C'est fou quand même. La prévalence est la même, le dépistage est le même. Et ce qu'il faudrait savoir aussi, c'est que les facteurs de risque aussi sont les mêmes. C'est le même gène. Oui, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment fou ça quand même. Mais j'ai pas compris. C'est-à-dire... c'est les mêmes, c'est-à-dire il peut y avoir même les mêmes symptômes, les mêmes... Absolument, Oui, il y a des kystes mammaires, il y a une gynécomastie, c'est exactement les mêmes symptômes. Et il y a un gonflement qui peut se voir de manière différente, bien sûr, puisqu'ils n'ont pas les mêmes mamelons, quoi. Oui, bien sûr, tout à fait. Voilà, et en fait, comme c'est une maladie qui est une maladie hormonale, on va pouvoir régler ça hormonalement. Oui. Voilà, puisque les effets, ils viennent de certaines hormones. Donc en fait, c'est ça. D'accord. Ok. C'est la même chose, c'est une boule sous les tétons et on s'inquiète quand on voit qu'il y a ça. Et effectivement, là, il faut aller pas chez le gynéco. Oui, justement, là, je suis perdue, moi. On va chez le médecin qui traite les cancers, on lui explique la situation. Un oncologue. Exactement, l'oncologue. Il faut savoir que en fait, c'est moins dangereux, si vous voulez. Je suis en train de vulgariser un peu trop l'information, mais on va dire que le taux de mortalité est moins important que chez la femme. Moins important que chez la femme. Donc, vous savez, je pense que c'est un sujet, on aura l'occasion d'en parler parce que je vais faire une émission que sur ça. Parce que là, c'est vraiment très, très, très intriguant comme phénomène. Voilà. Absolument. Et en fait, ce qui serait important de dire, c'est qu'il faudrait arrêter d'en avoir honte parce que avant-hier, par exemple, dimanche, on a rencontré une dame avec qui on a discuté, qui nous a expliqué que son mari était atteint. Et en discutant avec elle, on lui a demandé si on pouvait parler avec lui, avoir un témoignage, etc. Et bien sûr, elle a refusé en bloc. Elle a dit que c'était moi qui étais malade, mais pas lui. Parce que il y a cette gêne. Oui, ce tabou, cette honte, tout à fait. Voilà, c'est vraiment culturel. Oui. Il faudrait qu'on abolisse. Oui, tout à fait. Mais je pense que plus les langues vont se délier, plus déjà il y aura l'information, parce que là, ça reste 1%. C'est peu, mais ça reste quand même une maladie qui peut être présente. Oui, absolument. D'accord, très très bien. Je pense qu'on va pas en dire plus. On va avoir une émission que sur ça, parce que là, je pense que c'est assez vaste, c'est tout un domaine qu'on peut pas, qu'on pourra pas parler comme ça en 2-3 minutes. Donc voilà. Vous êtes d'accord ? Absolument. Très bien. Comme ça, on va vraiment vulgariser les choses et on va vraiment sensibiliser les gens à cette. On parle correctement ça. Tout à fait. Oui, je pense aussi. Ouais, absolument. Je suis à fond. Super. Maintenant, par rapport au cancer, pouvez-vous nous dire un peu plus sur le cancer du col de l'utérus ? Ça, on en parle, on l'entend à droite et à gauche, mais ça reste toujours flou. Absolument, ça reste toujours flou et encore une fois par rapport à la culture qu'on a. Le cancer du col de l'utérus, c'est quand même en Algérie le deuxième cancer le plus répandu chez la femme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est dû à l'exposition au papillomavirus humain, donc le HPV. Et il peut être transmis par un contact de la peau et des muqueuses. Et le plus souvent par voie sexuelle. Et c'est pour ça qu'on n'en parle pas. Il faut savoir aussi que l'homme est un porteur, mais un porteur sain. Et que même lors de l'usage de préservatifs, l'utérus, il peut... mais ce n'est pas une protection complète. Il faut savoir aussi que le papillomavirus, il ne faut pas forcément s'inquiéter lorsqu'on a papillomavirus. Il faut vraiment chercher le 16. Et là, on parle de cancer du col. Mais il y a environ 80% des femmes qui ont été infectées au moins une fois dans leur vie du papillomavirus. C'est oui, hein. C'est super commun. Oui.
faut savoir qu'aussi, il faut avoir une hygiène, mais il ne faut pas abuser dans l'hygiène. Il ne faut pas utiliser certains savons qui sont trop liquides, etc. Et voilà. Donc c'est un virus qui va partir. Et c'est seulement 10% des cas, dans 10% des cas, qu'il va rester et que ça va se transformer dans la muqueuse utérine du col de l'utérus en cancer du col. Bien sûr, on parle de facteurs de risque, on a parlé des rapports sexuels. Bien sûr, plus le nombre de partenaires augmente, plus le risque augmente. Le tabac, les traitements, tout ce qui est immunosuppresseur, parce qu'en fait, on a des bactéries qui nous protègent. Et si on manque de ce genre de bactéries, effectivement, on peut être plus facilement atteinte. Oui. Il y a des infections. Il y a des infections, par exemple, les infections urinaires, mais aussi les infections vaginales qui peuvent nous provoquer ce virus qui peut persister. Et avoir plusieurs enfants aussi, c'est un facteur de risque. Il faut en parler à détailler. Et voilà, en gros, bien sûr, si on est porteur du virus du VIH, on a plus de chances. Ah oui, d'accord, ouais. Effectivement, maintenant je comprends pourquoi vous dites que c'est tabou, effectivement. Exactement. Oui, maintenant je comprends. D'accord, ok. Oui, effectivement, c'est tout un... Et le truc qui est sympa, enfin bon, sympa, c'est... Oui, oui, j'ai compris. Donc, le truc qui est sympa, c'est qu'on peut vérifier ça facilement en faisant simplement un frottis vaginal. Donc, et hier, encore une fois, c'était la question qu'on me posait à propos du cancer du col. Avez-vous déjà fait un frottis? On a retrouvé seulement 3 personnes sur 100 qui avaient déjà fait un frottis. Donc, c'est énormément peu. C'est pas normal qu'il y en ait. D'accord, très bien, parfait. Donc, pour ce type de maladie, on a les grandes lignes. Comment le diagnostiquer, comment le prévenir, aussi vous nous avez expliqué, c'est parfait. Maintenant, on va parler d'une autre maladie qui est l'endométriose. Alors vraiment, cette maladie, on commence timidement à en parler, mais vraiment timidement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui. C'est quoi? Alors, l'endométriose, hier, quand on posait la question c'est la plus simple, c'était connaissez-vous l'endométriose? Oui. Et sur toutes les femmes à qui on a posé cette question, et les hommes aussi, on a eu seulement un seul oui, et c'était une personne qui était atteinte. Aïe, oui, d'accord. Et c'est quand même dingue, parce que c'est une maladie qui touche une femme sur 10, et c'est quand même énorme. Oui, tout à fait. Et en fait, c'est une maladie sous-diagnostiquée, sous-traitée, dont on ne parle pas du tout, mais vraiment pas du tout, qui est aussi très peu connue, très mal connue et un peu mise sur le côté par les professionnels de la santé. C'est-à-dire que le gynéco, quand on va lui parler, il ne va pas penser directement à l'endométriose. On peut expliquer ça par plusieurs facteurs. En fait, l'endométriose, c'est une maladie qui n'a presque aucun symptôme. Le seul symptôme qu'elle a, c'est les douleurs pendant les règles, qu'on appelle les dysménorrhées. Et ces douleurs-là, en fait, on les a banalisées dans notre société. On les a banalisées chez nous. Quand on a nos règles et qu'on a mal, on nous dit que c'est normal, qu'on est douillette, qu'on ne supporte pas. Oui, de toute façon, c'est ça. La femme, il faut qu'elle soit un roc, il faut qu'elle soit battante, il faut qu'elle soit toujours... c'est ça. Sur tous les fronts. Alors que, d'ailleurs, le slogan de la campagne, c'était « Avoir mal, c'est pas normal ». Super. Il faut se dire, et je vous dis, l'autre hashtag, c'était sans tabou, moi j'ai adoré. Oui, non, c'est vraiment super, vraiment, ça parle vraiment, vous avez bien ciblé, hein, c'est cool. Hein. Ouais, et en fait, c'est une maladie, le vrai problème, en fait, c'est qu'elle met environ 7 ans à être diagnostiquée. C'est-à-dire que c'est une maladie qu'on remarque, qui peut s'avérer être présente chez une fille de 13, 14, 15 ans, et elle ne va la diagnostiquer, le professionnel ne va la diagnostiquer que 7 ans plus tard, environ entre 4 et 10 ans plus tard, à savoir lorsqu'elle se marie et qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Ah oui, c'était d'ailleurs le cas de la femme d'hier qui a vraiment galéré pour avoir un petit garçon. Mais encore une fois, c'est une bataille après. Ah bah oui. Plus on tarde pour diagnostiquer la maladie, plus ça va être compliqué de vivre avec une fois qu'on le sait. Et plus ça va être compliqué aussi d'avoir des enfants, de vivre correctement, etc. Correctement entre guillemets. Oui, effectivement. C'est-à-dire, parce que là, si la douleur, elle est aussi violente, c'est un handicap.
Exactement. Un petit fun fact, il s'avère que Marilyn Monroe est morte de cette maladie. C'est pas vrai? Eh ben oui. Ah oui, d'accord. Marilyn Monroe, en fait, elle avait des douleurs tellement fortes pendant son cycle qu'elle était obligée de se doper avec de la morphine que son médecin lui prescrivait. Et elle a fait une overdose à la morphine à cause des douleurs. Et il faut savoir que Marilyn Monroe avait pour plus grand rêve d'avoir un enfant. C'est vraiment triste comme histoire. Tout à fait. Voilà, donc, et après, de plus en plus de femmes s'engagent dans l'Occident, bien sûr, pas encore chez nous, mais peut-être... oui, peut-être ça viendra, qui sait. Exactement, ça viendra. Alors, on parle de Laurie, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, je connais très bien. Voilà, et on parle... Donc, il y a vraiment une bataille qui est en train de se faire. Et effectivement, la principale complication de la maladie, c'est l'infertilité que ça peut provoquer. Voilà. Et ensuite, le truc, c'est qu'il n'y a rien qui peut nous tiquer, puisqu'il n'y a que les douleurs. Bien sûr, il y aura aussi des pertes entre les règles. Il peut y avoir aussi une douleur pendant les rapports sexuels, lorsqu'on est marié. On peut aussi parler de voilà. En fait, c'est quoi l'endométriose? C'est une migration d'un tissu qu'on appelle le tissu ectopique, qui sera dans l'endomètre. Le tissu, qu'on va appeler ectopique, il va se déplacer et aller se mettre autre part, par exemple la muqueuse digestive. Et au moment des règles, puisque c'est une maladie oestrogénodépendante, au moment des règles, en plus de notre endomètre qui va saigner comme d'habitude, on va avoir ce tissu ectopique qui va également saigner. Ok, très très bien. Maintenant c'est plus clair. Maintenant c'est beaucoup plus... Et c'est ce qui provoque les douleurs aussi. C'est ce qui provoque la douleur qui est en plus. La douleur, plutôt. Après, en fait, comme chaque femme a un organisme particulier, il y a des femmes qui n'ont pas cette même douleur. Et c'est pour ça que ça va être encore plus... C'est très 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 relatif comme maladie. Et il y a des femmes qui ne vont pas ressentir la douleur de la même manière. Et ça va être encore plus compliqué de diagnostiquer. En fait, le diagnostic ne se fait que par anapathie. L'anapathie. C'est-à-dire c'est une branche de la médecine où on vérifie les tissus parce qu'on va chercher ce tissu ectopique. Donc, il y a des femmes qui ont des douleurs et il y en a qui ont une endométriose sans avoir de douleur. Exactement. Ouais, donc c'est difficile à diagnostiquer, effectivement. C'est difficile à diagnostiquer parce que, encore une fois, ça ne tique pas chez le médecin. Et encore une fois, c'est parce que on n'a pas assez fait d'études sur la maladie. D'ailleurs, nous, en tant qu'étudiants et membres de l'association, lorsqu'on faisait nos recherches sur la maladie, on a trouvé très peu d'articles scientifiques. Oui, c'est ça. Très peu. Et ça, c'est un problème aussi parce que, encore une fois, toutes les maladies qui touchent aux femmes, on va trouver beaucoup moins d'articles. Et c'est quand même dingue. Oui, oui, effectivement. Effectivement. Donc c'est-à-dire comment diagnostiquer? Donc, s'il n'y a pas de douleur, il faut aller chez Anna. Alors, on va faire un bilan. Un bilan hormonal? Non. Le bilan hormonal, il peut nous indiquer peut-être, parce que c'est vrai que c'est une maladie oestrogénodépendante, mais ce n'est que l'examen anapath, c'est-à-dire on prend un peu de notre endomètre et on vérifie est-ce qu'il y a des lésions, etc. Et ensuite, on va aller chercher autre part, par exemple au niveau des muqueuses, est-ce qu'il y a ce tissu ectopique, est-ce qu'il est parti là-bas? En fait, c'est comme ça qu'on découvre la maladie. C'est un peu compliqué. Et est-ce que, par exemple, il y a d'autres symptômes comme la prise de poids, comme on peut parler de facteurs de risque, on peut parler de... Non, les symptômes. Par exemple, une personne qui a une endométriose, qui n'a pas de douleur, mais qui a une prise de poids anormale, par exemple. Non, on ne peut pas parler de ça. D'accord. Non. D'accord, ok, très bien. En tout cas, voilà. Maintenant, vous avez donné... de toute façon, si nos auditeurs, nos auditrices ont des questions, ils peuvent s'orienter vers votre page Facebook. Absolument. D'ailleurs, les publications à propos d'endométriose démarrent aujourd'hui. Super. Donc voilà. Et après, ils peuvent retrouver tout ça, ils peuvent poser des questions et on serait très très heureux de les orienter vers des professionnels de la santé qu'on recommande. Super. Autre question qui vient de me venir, est-ce que ça peut être héréditaire, l'endométriose? Alors, on parle de 6% d'endométriose avec un gène qui revient. Mais après, non, on peut dire que c'est un facteur de risque environnemental, etc. Mais on ne peut pas parler d'une maladie héréditaire. Héréditaire, d'accord. Et est-ce qu'en général, les maladies féminines
peuvent être déclenchées face à un stress chronique. Absolument, D'accord. absolument. Et oui, et le truc, c'est qu'on est tout le temps stressé, donc ça n'aide pas du tout. D'accord, c'est ça le problème, oui, effectivement. Le stress, donc vraiment, il faut vraiment être à cheval, essayer de se relaxer au maximum, c'est ça. Oui, il faut take it easy. Oui, tout à fait. Essayer de faire du sport voilà. Avoir une bonne hygiène de vie. Si on a mal pour l'endométriose, avoir un régime anti-inflammatoire, mais en fait, et ça c'est important aussi qu'on vulgarise et qu'on sensibilise à ce propos, ne pas acheter d'herbes, etc. Oui, la phytothérapie. Voilà, la phytothérapie, il faut vraiment lier ça et parler avec un professionnel de la santé ou un biologiste ou quelqu'un qui est dans le domaine et discuter parce qu'il peut y avoir des effets secondaires qu'on va traiter ensuite un peu graves. Donc, franchement, faut pas acheter n'importe quoi, n'importe comment, juste parce que Tout à fait, bien sûr. Voilà. Surtout que entre les médicaments et certaines plantes, il y a des interactions qui peuvent être dangereuses. Exactement. Et bon, après, pour ce qui est de l'endométriose, il vaut mieux éviter la médication parce que, en fait, ça ne se traite pas de cette manière-là. C'est l'hygiène de vie qui peut améliorer la situation. C'est tout. Et du coup, voilà, éviter tout ce qui est médicaments, peut-être des antalgiques, mais en général, la douleur ne cesse pas. Ça, c'est un antalgique. Oui. Donc, vraiment, l'hygiène de vie, encore et encore. Encore, tout à fait. Très, très bien. Je vous remercie infiniment, Madame Taouchichette. Donc, on va retrouver toutes ces informations sur la page Facebook Association ACEPA. Absolument. Et puis, merci à vous. Merci de libérer la parole encore une fois, et cette fois-ci dans le domaine médical. Là, c'est avec grand plaisir. En tout cas, j'espère vous recevoir pour une émission sur le cancer du sein chez les hommes. Parce que là, ça sera vraiment un autre chapitre, hein. Voilà. Encore plus vaste. On fera de la recherche spécialement pour ça. Absolument. Super. Merci beaucoup, Yatek Saha. À très bientôt, Inch'Allah. Merci. Merci d'avoir suivi notre émission. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, sur Google Podcast, Apple Podcast, et à bientôt. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.